Bonjour tout le monde, bonsoir. Je m'excuse pour ma voix qui pose un peu de problème, mais je vais essayer quand même de me faire comprendre. J'ai mon collègue Vessi qui vient de rejoindre l'équipe pour laquelle on est très 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 content. N'oubliez pas qu'on a toujours Christine, mais qui est malheureusement absente pour un petit temps. Mais voilà. Je vais vous raconter une petite semaine dans la vie d'une infirmière HTAP. Je vais faire ça par jour, plus ou moins ce qu'on fait. Évidemment, les jours, ça peut changer, mais comme ça, vous avez une petite idée ce qu'une infirmière en HTAP fait. Le lundi, chez nous, à l'hôpital Erasme, évidemment, ce n'est pas la même chose à Louvain. On a la consultation du médecin, en fait, toute la journée. Pour cela, on prépare les dossiers infirmiers des patients qui sont prévus à la consultation du jour. On essaye toujours d'avoir un contact avec le patient avant la consultation médicale pour aussi estimer un petit peu est-ce qu'il est capable de faire son test de marche ou pas, et pour faire une petite anamnèse, c'est-à-dire recueillir des événements cliniques depuis la dernière visite. Est-ce qu'ils ont fait des syncopes? Est-ce qu'ils ont été hospitalisés? Est-ce qu'ils ont eu des symptômes comme des malaises? Tout le monde ne nous prévient pas au moment que ça arrive, donc c'est toujours intéressant de le savoir à l'avance avant que le patient aille chez le médecin. On vérifie aussi si le plan de soins a été appliqué, si par exemple le médecin a changé le traitement, comment ça s'est passé, tout ça. On revoit la liste des médicaments parce que parfois les médicaments changent entre les consultations chez le cardiologue. On fait de l'éducation thérapeutique, on fait aussi un petit peu la gestion des stocks des médicaments en possession du patient. On collecte les résultats et on transcrit tout dans le dossier de suivi infirmier. On adapte la feuille de traitement à chaque consultation, après l'avis médical évidemment. Et parfois, on doit même prendre les rendez-vous pour les patients en cas d'absence de notre coordinatrice. On fait la gestion et l'analyse des appels urgents où on oriente le patient en fonction de la demande, évidemment. Et bien sûr, comme vous allez revoir tous les jours, on essaye le plus possible de vous répondre au téléphone. Le mardi, ça c'est une journée sans consultation, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. On, on programme plus ou moins les coups de fil le plus possible le mardi puisqu'il n'y a pas consultation. On fait le suivi de plans de soins, on fait la titration des médicaments spécifiques, on fait la gestion des résultats biologiques, sous surveillance médicale évidemment, et on ajuste les doses de diurétiques aussi sur surveillance médicale. C'est clair qu'évidemment, on fait ça tous les jours, mais c'est pour quand même un petit peu dire qu'on essaye de faire ça surtout le mardi, parce que là, il n'y a pas consultation. On visite aussi toujours les patients qui sont hospitalisés pour avoir une bonne communication, et on fait aussi la formation continue de l'équipe soignante. On a un contact avec les patients hospitalisés pour voir si ils ont bien pris leurs médicaments avec eux, pour voir s'il y a des problèmes particuliers, s'ils ont besoin d'une aide sociale ou une aide psychologique ou quoi que ce soit. Donc, on essaye de voir si nos patients se sentent relativement bien en hospitalisation. On en profite aussi souvent le mardi de faire la prévision des médicaments HTAP. Prévision, c'est-à-dire on prévoit les médicaments que la pharmacie doit commander pour les consultations de la semaine d'après. Pourquoi? Parce que je crois que tout le monde le sait très bien, les médicaments coûtent énormément cher. L'hôpital doit prévoir, doit avancer cet argent. Donc, il faut qu'on fasse ça vraiment très, très, très consciencieusement. Et surtout, évidemment, pour les prostacyclines IV. C'est comme ça qu'on travaille à l'hôpital Erasme, ça marche bien. Mais voilà. On récolte aussi les résultats du cathétérisme, donc je vais en revenir après, mais les bilans pour les patients pour lesquels on va voir est-ce qu'ils ont de l'HTAP ou pas rentrent chez nous d'habitude le lundi, le mardi
lundi. Bon, le mardi matin, ils ont souvent leur cathéter droit. Donc, nous, on récolte tous les données du test de marche, de l'ergospirométrie, etc. Parce que le lendemain, le mercredi, là, je vais y revenir, on a une réunion où on discute le tout. Donc, c'est très facile pour nous et pour les médecins si on récolte déjà bien le tout, surtout pour les patients qu'on connaît déjà. Et bien sûr, on vous répond au téléphone. Le mercredi, on a une consultation le matin, donc ça c'est idem comme le lundi. On a donc ce fameux tour dont je parlais. C'est un tour multidisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tour multidisciplinaire, c'est donc un tour vraiment où il y a une réunion avec plusieurs médecins. Les médecins spécialisés évidemment de l'HTAP, aussi les médecins de salle, radiologues, chirurgiens, pneumologues, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les secrétaires. Tout le monde en fait fait partie de ce groupe qui entend, qui discute avec le bilan. Donc il n'y a pas que les médecins qui disent voilà c'est ça, tout le monde a son mot à dire. C'est beaucoup dit, mais on se réunit vraiment chaque semaine pour discuter de tous les résultats de bilan ou de réévaluation des patients qui sont déjà connus avec de l'HTAP ou pas. Et on a ce jour-là, ce moment-là est aussi un moment où on a via Teams un contact avec les médecins extérieurs qui, qui viennent avec leurs dossiers avec lesquels ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que vous croyez, alors ils posent la question aux médecins spécialisés évidemment, est-ce que vous croyez que c'est un HTAP? Est-ce qu'il faut demander plus d'examens? Est-ce qu'on peut envoyer le patient chez vous ou non? Ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que c'est autre chose? Tout ça se discute à cette réunion-là. Après le tour, les patients qui arrivent pour un bilan, en fait, on pose le diagnostic la plupart du temps. Si évidemment les spécialistes disent qu'il faut encore d'autres examens pour être sûr, ben là, on ne peut pas poser le diagnostic. Mais très, très, très souvent, on peut déjà poser le diagnostic ou le rejeter. C'est-à-dire dire, voilà, ce n'est pas de l'HTAP. Ce qui ne veut pas dire qu'on dit, OK, HTAP, pas notre problème, ce n'est pas pour nous. Non, nos médecins vont toujours essayer de savoir, OK, ce n'est pas de l'HTAP, mais ils ont quand même tous les signes et tout ça, sinon ils n'auraient pas eu un bilan. Qu'est-ce qu'on va quand même faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même aider le patient? Est-ce qu'on l'envoie chez un pneumologue? Est-ce que c'est plutôt une maladie pulmonaire? Est-ce que c'est plutôt quelque chose pour un chirurgien euh, ou quoi que ce soit? On va toujours essayer, quand les patients viennent chez nous en bilan, HTAP ou pas, de leur donner quelque part une réponse avant qu'ils rentrent à domicile. Ou en tout cas, dans un deuxième temps, peut-être à une consultation, mais on ne laisse jamais tomber le malade. On ne dit pas HTAP, c'est pas HTAP, ça ne nous intéresse pas, jamais. Donc ça, c'est une réunion qui est très, très, très intéressante pour tout le monde parce qu'on apprend, moi, ça fait en décembre 20 ans que je travaille pour l'HTAP et en fait, j'apprends encore toutes les semaines quand je travaille, quand je suis là. Voilà. Et bien sûr, on vous répond au téléphone. Le jeudi, on a aussi de nouveau des consultations toute la journée. Donc, le travail pour les consultations est le même. Et on rajoute à ça, en fait, une consultation infirmière. Ça, c'est assez nouveau depuis quelques années. Là, vraiment, nous, comme infirmières ou infirmiers, hein, on a une consultation où le patient vient chez nous, où on fait l'éducation, l'initiation des nouveaux traitements. Là aussi, on a le temps de discuter avec le patient, de voir un peu est-ce que vous avez compris la maladie que le médecin vous a expliquée. Parce que très souvent, ils disent oui. Et quand tu poses des petites questions, tu vois qu'ils n'ont quand même pas tout à fait compris. Donc nous, alors, comme infirmiers, on essaye d'expliquer la maladie dans des mots plutôt simples. Moi, j'ai un tout simple dessin que je fais à chaque fois pour quand même qu'ils comprennent ce que c'est vraiment la maladie. Parce qu'aller voir sur Internet, c'est une chose, mais qu'est-ce qui est vraiment pour le patient, pas pour le patient, ça dépend souvent
de l'origine de leur maladie, de l'étiologie. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important que nous, on peut faire pour aider le patient. On initie évidemment aussi les traitements. Donc, on explique les traitements, on explique s'il y a des titrations à faire, oui ou non. On leur donne d'office nos numéros de téléphone pour nous contacter s'ils ont un problème, s'ils ont des questions. Pour les traitements IV, là, on montre déjà un peu le matériel. Bon, on travaille avec des équipes extérieures qui font la formation, mais nous, on montre déjà le matériel, on explique, excusez-moi, comment préparer les cassettes, utiliser la pompe, etc. On fait le suivi de plans de soins à moyen et long terme. On fait aussi la gestion des résultats biologiques. Parfois, on prend les paramètres si pour certains médicaments, c'est important de suivre la tension. Si le patient vient chez toi et dit oui, j'ai une fois 16, puis j'ai 8, puis j'ai 4, puis j'ai 12, on entend de tout. Alors nous, on prend les paramètres pour voir un petit peu ce qui se passe. On fait aussi de temps en temps des soins infirmiers. Si le patient avec un pansement IV vient et le pansement est sale, ben, on refait le pansement. Et on a aussi maintenant un traitement qui est assez nouveau où on fait des injections en sous-cutané. Donc, voilà, c'est aussi pour nous. Ou on fait un petit ECG à la demande du médecin, ou si on voit que si le patient a l'air d'avoir des troubles de rythme, on fait un électrocardiogramme. Voilà. Et même le jeudi, on essaye de vous répondre le plus au téléphone. Le vendredi, c'est un jour où on a vraiment une activité administrative, c'est-à-dire il n'y a pas de consultation, les médecins n'ont pas de consultation. Donc là, en fait, on essaye vraiment de faire tout ce qui est administratif. Qu'est-ce qu'on va faire comme administration? On fait la gestion des dossiers infirmiers. On a des dossiers en fait papier et des dossiers digital, donc on essaye de tenir ça bien à jour. Digital certainement parce que c'est un dossier qui est où tous les membres de l'équipe peuvent aller voir sur ces dossiers-là, aussi bien la secrétaire que notre infirmière d'insuffisance cardiaque qui est dans le même bureau, que quand on n'est pas là, ils peuvent aller voir dans le dossier pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont augmenté les diurétiques. OK, le patient n'urine pas, même si on a augmenté, il y a un problème. Tout le monde peut aider les patients grâce à ces dossiers. Ce que nous, on fait aussi après une consultation, c'est on lit le rapport médical, on voit si dans les conclusions, le médecin met un changement, oui ou non. Sinon, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Si oui, on doit mettre un plan de soins en route. Il faut appeler le patient dans une semaine, il doit faire une prise de sang dans 15 jours. On ne doit pas oublier d'aller voir la prise de sang, etc. Tout ça, on programme dans un dossier aussi digital qu'on appelle la Bible, qui est une espèce de communication entre les membres de l'équipe. Donc, si Dr Bachéry dit à Vézi, ben, la semaine prochaine, mercredi, il faut voir la prise de sang d'un tel patient, ce sera noté. Si lui, il n'est pas là, mais moi, je suis là le mercredi, je lis ce patient-là, voir la prise de sang, et on peut comme ça avoir vraiment une continuité des soins pour pas que le patient soit perdu. On essaye toujours de demander aux patients quand même, téléphonez-nous quand vous avez fait la prise de sang, mais ça ne se fait pas toujours comme ça. Alors, on refait aussi tout ce qui est gestion appel téléphonique. Si on peut les programmer, comme je vous ai dit au début, on programme ça le mardi ou le vendredi parce qu'on a un petit peu plus de temps que les jours de consultation. On prépare aussi vendredi ou un autre jour. Mais par exemple, si quelqu'un doit rentrer à l'hôpital pour un traitement intraveineux, il faut absolument que nous, on prépare un dossier qui va en salle de soins, parce qu'on commence les traitements par une pompe, une pousseringue, non, par une pousseringue, pardon, avant de mettre le patient sous pompe. Mais donc, les tableaux sont un peu différents. Donc, il faut absolument qu'on fait ça clairement et qu'on explique en salle à chaque fois, voilà,
Ça, c'est la feuille avec les doses à suivre sur une pousseringue. Ça, c'est sur une pompe. Et on prépare tout ça. On commande aussi tous ces médicaments parce qu'évidemment, la pharmacie, comme je vous ai dit tantôt, ils n'ont pas un stock de Guéritry ou de Fleurant comme ça immense. Donc, il faut qu'on prévoie ça bien à l'avance, qu'on ait des cassettes, qu'on ait des produits, qu'on ait les rallonges, enfin, tout ce qu'il faut. Donc, nous, on est un peu le lien rouge pour que tout ça se passe bien et pour que le patient perde le moins de temps possible à l'hôpital. C'est-à-dire, il vient à l'hôpital, on met le cathé et on peut commencer le traitement le plus rapidement possible. Voilà, voilà. Et on partage l'expérience et la formation. Il y a beaucoup de nouvelles infirmières dans les équipes, ben, il faut répéter ça tout le temps. Au moment qu'on a beaucoup de traitements IV, ça roule. Mais si pendant 2, 3 mois, on n'a pas d'IV qu'on met en route, là, on sent bien les gens en salle sont plus à l'aise, alors ils ont besoin de notre soutien. Ça suffit d'aller en salle et juste un petit peu expliquer et dire si vous avez un problème, vous nous appelez. Mais eux, ils sont rassurés et c'est important pour le patient parce que quand le patient sent que les infirmiers en salle se sentent pas confortables avec le traitement, c'est pas agréable. Et déjà, le traitement est très difficile à accepter. Donc, il faut absolument, et ça, c'est vraiment notre job, c'est de faire en sorte que le patient soit pas inconfortable, soit rassuré et bien montrer qu'on est là. C'est la réussite des traitements. Luc, il va se rappeler quand on avait le Remodulin en sous-cutané, et ça, c'était le pire de pire. Heureusement que nous, on n'a plus ça. Mais là, en fait, il y avait une énorme douleur au ventre avec ces traitements. Et on voyait très bien dans l'équipe où, quand nous, on était vraiment derrière les patients, ils tenaient le coup. Et dès qu'on n'avait pas un bon contact avec le patient, ils lâchaient le traitement parce que c'était vraiment très, très, très pénible. Oui, hein, hein, Luc? Très, très, très pénible. Donc, heureusement, l'IV n'est pas si pénible, mais c'est quand même pas une petite aspirine non plus. Hein, Wendy? C'est pas que ça non plus. Voilà, voilà. En hospitalisation, ce qui est important pour nous le vendredi, c'est qu'on va toujours voir les patients qui sont hospitalisés pour se rassurer que tout se passera bien pour le week-end. Est-ce que l'équipe a pensé à commander des médicaments, les médicaments HTAP? Vous imaginez bien, ce n'est pas la pharmacie, même pas la pharmacie de garde à l'hôpital, dans les armoires où tu as les baby Baxter, des sérums physiologiques. Donc, c'est bien mis à part sous clé. Donc, il ne faut pas que la monitrice de l'hôpital commence à téléphoner au pharmacien de garde tous les week-ends parce que nous, on n'a pas prévu que le patient doit avoir assez de laiterie, assez de pelant, assez de médicaments. Donc ça, on fait d'office le vendredi, on s'assure, on voit avec les infirmiers de salle. Vous avez bien pensé à commander assez pour le week-end pour que tout se passe bien finalement. Voilà. Et on répond aux questions des soignants, évidemment, et le patient, ça parle de soi. Et bien sûr, on répond au téléphone. Et ma voix a tenu le coup déjà toute la semaine, donc j'espère toute cette semaine-ci. Donc voilà. Maintenant, je suis prête à répondre aux questions, s'il y a des questions. Merci beaucoup, Ing. C'est une semaine assez chargée que vous avez, hein. Même en dehors des consultations, on a parfois un petit peu de difficulté à assurer la permanence téléphonique parce que effectivement, il y a toute une activité qui se fait dans la cuisine, j'allais dire, qui se fait pas qui n'est pas visible et qui s'organise tout autour des soins. Peut-être, Inge, tu pourrais dire un tout petit mot sur, tu parlais beaucoup des traitements intraveineux, c'est évidemment très important. Comment, tu pourrais peut-être expliquer comment on fait pour mettre en route le traitement, qui on contacte et quel est le rôle votre rôle à toi, Vézi et Christine? Oui, bonne question. C'est vrai que ça, c'est pas spécifié.
Mais donc, comme je vous disais, on travaille avec des équipes extérieures. On a deux grosses équipes extérieures avec lesquelles on travaille selon le médicament. Dès que le médecin, dès qu'on décide en fait de mettre quelqu'un sous un traitement IV, nous on contacte ces firmes-là. On donne le nom, l'adresse évidemment du patient et eux alors ils prennent contact avec le patient, ils vont sur place. C'est assez nouveau. Dans le temps, on ne faisait pas ça comme ça, on faisait ça plutôt à l'hôpital. Maintenant, en fait, ils vont sur place, à domicile chez le patient, qui est très très important pour plein de raisons. Hygiène, stérilité déjà. Le patient, il n'est pas dans un milieu hospitalier, donc il est chez lui. Il peut demander à qui que ce soit d'être présent à la formation, le mari, l'épouse, les enfants, n'importe, les voisins, tout le monde qui veut finalement. Euh, et ils peuvent en fait avoir l'éducation vraiment tout à fait à leur aise. Il y a des patients qui apprennent super vite, il y a des patients que ça prend plus de temps, mais nous, on met l'hospitalisation qu'en route au moment où on a le feu vert finalement de ces firmes qui disent, écoutez, ça va aller, on a tout, ou c'est une infirmière à domicile qui va devoir tout faire parce que le patient ne va rien faire, ou l'époux est bien, ou la... bien, non, l'époux est bien éduqué et donc va pouvoir aider la personne, ou la personne même, elle a tout compris, ou il a tout compris, donc pas de souci, on peut lancer. Alors on lance, et comme je vous disais, on essaye de restreindre l'hospitalisation le plus possible. Euh, et en fait, ça aide évidemment s'ils sont bien éduqués. En plus, le patient vient à l'hôpital et il est déjà bien conscient de tout ce qui va lui arriver. Ce qu'on avait avant, c'est quand ils viennent à l'hôpital et qu'on doit commencer à tout expliquer, c'était parfois un peu panique à bord parce que c'était mon Dieu, qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce que je vais avoir? Et il me pompe les 24 heures sur 24 et je ne peux pas l'arrêter. Et ça, on n'a plus. Et l'adaptation déjà au traitement est difficile, mais au moins, ils ont déjà eu toutes les explications de tout ce technique autour. Et on a, je dois dire, ces dernières années, on a des très bons résultats dans le sens d'acceptation du traitement, ce qui est quand même un très, très gros point. On a un super contact avec les deux firmes avec qui on travaille à l'extérieur. Des deux côtés, tout sur le même niveau. Je veux dire, il n'y a pas de préférence pour l'un ni pour l'autre. Euh, et voilà, donc ça, c'est génial que ça existe maintenant. C'est pas ce qu'on avait au départ. Voilà. Mais je peux imaginer que ça marche pas toujours, que parfois c'est aussi très urgent qu'ils doivent quand même déjà commencer ou vous faites toujours une Ouais. éducation avant. Non, quand c'est les urgences, c'est les urgences. Mm. Alors, tout ce que je viens de raconter, tout tombe un peu à l'eau, ça tombe pas à l'eau. Mais alors, on a eu un patient, une patiente récemment, une jeune personne. Le docteur Vachéry a dit, écoutez, il faut tout de suite, quoi, parce qu'elle allait tellement mal. On l'a pris tout de suite à l'hôpital. On a tout de suite commencé le traitement. Mais alors, l'équipe extérieure est dans la même urgence, en fait. Et alors, ces gens viennent sur place à l'hôpital pour faire l'éducation. Nous, on y met un petit peu plus de nous. Hein. On va peut-être un peu plus souvent que quelqu'un qui a déjà eu l'éducation. Cette personne est rentrée pas tout à fait éduquée à 100% comme on aurait voulu, mais super bien entourée par l'équipe qui la soigne à l'extérieur. Et en fait, on est 2 semaines après et ça se passe vraiment super bien. Mais les urgences sont les urgences. Oui, je Oh, comprends. Chez Ah moi, oui. c'était aussi un peu comme ça. J'avais appris et la semaine après, j'étais à l'hôpital. Donc, Ouais, on a démarré. en ouais. fait, juste pour renforcer ce que vient de dire Ing, on peut commencer un traitement sans délai. On peut voir quelqu'un à la consultation et immédiatement, le jour même, commencer le traitement si on veut. Donc, c'est évidemment le cas idéal que décrivait Ing. Ça, c'est la majorité des cas, mais évidemment, il y a des situations urgentes où on peut immédiatement initier les traitements enfin, sans réfléchir. Non, c'est pas le mot exact, mais on peut mettre le traitement en route sans penser enfin, sans passer par la case de la formation préalable. Sinon, effectivement, c'est une perte de chance. Mhm.
Je comprends. Et après, quand on a démarré, les infirmières mobiles, ils continuent à visiter les patients à la maison? En fait, on demande toujours aux patients de chercher des infirmiers à domicile. Et ces firmes extérieures, en fait, font aussi l'éducation de ces infirmières à domicile. Ok. Parfois, on a des infirmiers indépendants, une personne seule. Ça, c'est un peu moins évident parce que si cette personne-là part en congé, est malade, alors elle passe le mot à quelqu'un d'autre et alors il y a des petites astuces qui se perdent. Donc, on aime toujours bien que ce soit un peu des équipes quand même, ou que plusieurs personnes soient formées. Parce qu'en fait, le changement de pansement toutes les semaines, le changement de prolongateur, la plupart du temps, c'est fait par une infirmière à domicile. Il y a des patients qui le font eux-mêmes, mais la plupart du temps, il y a au moins une infirmière à domicile qui passe une fois par semaine. Les cassettes, ça, la plupart du temps, les patients ou leur famille arrivent à les préparer eux-mêmes. Et donc, ils ont en fait, ils ont trois personnes, hein. Ils ont leur infirmière à domicile, ils ont l'équipe extérieure avec lesquelles on travaille et ils ont nous. Ouais, Ouais, tant qu'on continue à voir ça, c'est bien. ouais, ouais. Chez moi, c'est un peu pareil, donc et ça marche très bien. Ouais. Je vois qu'il y a des mains de Stéphania. Vas-y. Oui, bonjour, je suis la maman de Stéphanie. Je pense qu'il y a deux appareils là Oui, qui sont connectés. C'est juste? allô, bonjour. Non. Est-ce que ça peut être, je vois deux fois Stéphania. Deux fois? Oui. Ah, c'est la maman de Stéphania. Non? Donc il faut éteindre un des deux contacts. Alors peut-être, Ronnie, tu vas d'abord et on retourne à Stéphanie après. Ok, oui, merci. En fait, l'équipe volante, disons, elle vient d'Erasmus, en fait, au départ, ou bien alors c'est la société des produits, ou bien de la pompe, par exemple. Donc, c'est du personnel d'Erasmus Non, qui vient chez toi à la maison. Ah, ok. non, non, non. Moi, je ne Nos, sais pas nos- si je peux mettre des noms, si je peux dire Nous, des noms. C'est ça que on peut tout à fait mettre des noms. Nos infirmières, ça c'est une règle dans l'hôpital, ne peuvent pas intervenir à domicile. Elles ont un contrat de travail à l'hôpital et ce contrat est un contrat exclusif pendant leurs heures de travail. Évidemment, il peut arriver qu'une infirmière travaille trois quarts temps et un quart temps qu'elle preste à l'extérieur. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais pour un contrat hospitalier, ça n'est pas possible. Mais on a deux partenaires qui sont indépendants des laboratoires. Pour les nommer, c'est la Société Vitalaire et la Société Arémis qui ont des infirmières à domicile qui sont spécialisées dans la prise en charge des patients chroniques et qui assurent la formation, mais aussi toute la partie de suivi technique, même une fois, pour répondre aussi à la question de Wendy, même une fois que la phase de formation est terminée, ces infirmières restent encore joignables pour tous les aspects de supervision technique, remplacement de pompe, etc. Et ce sont des contrats qui sont des contrats indépendants, enfin indépendants, non, c'est des contrats tripartites avec l'hôpital, le sponsor, donc le fabricant du médicament, la société tierce qui intervient à domicile. Il faut savoir que dans le, l'autorisation de remboursement qui a été accordée pour la prostacycline intraveineuse, les deux sponsors sont obligés de fournir le matériel et de fournir l'aide à la formation pour les patients. Chacun de nos deux hôpitaux s'arrange un peu différemment, ce qui n'est pas très très grave, mais il y a un budget qui est prévu pour le remboursement de ces prestations. Ce budget, pour tout vous dire, il est de 17 000 euros par an.
et par patient. Ça va, ok, merci. Avec plaisir. Alors, on va réessayer chez Oui. Stéphania et sa maman. Votre micro est encore éteint. Ouais, vas-y. Mhm. Faut peut-être sortir et rentrer. Oui, c'est ça. Essayez là de sortir de réunion et de retourner. Et on va voir si ça marche. Et entre-temps, Luc, je vois que ta main est aussi dans l'écran. Euh, oui, moi j'avais une question. Je me remets dans la peau de l'aidant, hein. Euh, la première fois que à la maison il y a eu un gros problème, c'est une tachycardie. C'est au tout début, donc je n'y comprenais pas grand-chose. Et donc alors on a le problème que le patient il fait plus rien, il essaye de survivre et toi tu dois prendre des décisions. Et ma première question, c'est est-ce que j'appelle le médecin de famille? Je dis, bon, qu'est-ce qu'il sait venir faire? Il n'a pas de matériel, est-ce qu'il est libre? Donc, alors, j'ai appelé le 112 et les urgences. Bon, ils stabilisent le patient et puis elle est partie à l'hôpital. Je crois que c'est important qu'on prépare aussi les aidants à des situations un peu délicates et d'urgence et qui savent exactement ce qu'ils doivent faire sans trop devoir réfléchir. Oui, tout à fait. Tu as raison. Mais ça dépend un peu de situation en situation. Quand on a possibilité de voir la personne avec qui le patient vit, en fait, on aime bien. Donc, on les va souvent à la consultation et tout ça. C'est pour ça que cette éducation, comme on le fait maintenant, comme on ne faisait pas dans le temps, parce que dans le temps, on le faisait dans la chambre avec le patient qui était là. Maintenant, comme c'est fait à la maison, on, on favorise déjà que, en fait, la personne qui entoure le patient soit au courant de tout en même temps que le patient. Parce que c'est comme tu dis, quand le patient, je ne vais pas aller tout de suite vers la syncope, mais quand le patient fait un malaise, parce que sa pompe sonne, parce que c'est occlusion, parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est toujours à celui qui est à côté qui doit bouger, qui doit agir. Alors que tu as quand même aussi toujours la panique de ne pas savoir. Donc ça, c'est très clair. C'est une remarque très, très vraie. Ouais. Et j'ai encore une question, enfin une question, proposition. Euh, je sais que Jean-Luc avait des contacts forcément avec les pharmaciens. Mais moi, je trouvais qu'à un certain moment, quand on a quand même une panoplie de 15 à 16 médicaments, que c'est pas inutile que le patient et les dents voient le pharmacien, pas tout le temps, hein, une fois par an ou deux, ou même pas, mais pour une fois expliquer la prise des médicaments, la suite, comment il faut faire. Et je crois que c'est intéressant aussi pour le patient. Et les dents. Tu veux dire un peu le complet des médicaments alors? Oui, c'est ça. L'ensemble, c'est pas que l'HTAP, mais l'ensemble des Ah médicaments. oui, mais tu sais qu'il y a des tas de médicaments, tu as des diurétiques, donc tu as tous les minéraux que tu dois équilibrer, etc., etc. Oui, oui.
Alors, on essaie de jouer ce rôle-là, ce qui n'est pas nécessairement facile. On avait à un moment donné un pharmacien dans notre équipe, un pharmacien, un clinicien. On était très contents aussi parce que on pensait que c'était un plus. C'est très difficile de stabiliser pour des raisons budgétaires partout en Belgique, hein. Et il n'y a pas qu'en Belgique d'ailleurs, dans d'autres pays européens c'est pareil, et dans le monde c'est pareil. C'est très très difficile d'avoir un pharmacien qui est sorti de sa pharmacie pour rentrer dans les unités cliniques et dans les unités ambulatoires. Ça se fait en oncologie, beaucoup, ça se fait aux soins intensifs, ça se fait en infectiologie, mais dans les autres disciplines, c'est beaucoup plus rare parce que c'est beaucoup plus difficile à organiser. Mhm. Oui, je crois que j'avais pas d'autres. Euh, Endocrinologue, bon, comme il y a beaucoup de femmes qui sont patientes, il joue aussi un rôle important parce que c'est quand même la thyroïde, c'est pas toujours évident à maîtriser, hein. Donc je suppose que lui, il aussi, il est dans le team ou. Oui, en fonction des besoins, évidemment. On n'a pas un endocrinologue en permanence et à ma connaissance, il n'y a aucune équipe qui a un endocrinologue en Ah, permanence, mais on a évidemment les personnes avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui la communication est plus fluide et plus facile dans les équipes d'endocrino, que ce soit dans l'hôpital ou ailleurs de l'hôpital. Mais évidemment, ça fait partie du team étendu, hein. C'est ce que j'avais montré quand on avait eu la toute première hum, réunion. On avait le noyau dur, hein, le réacteur de l'appareil, c'est-à-dire nous, à peu de choses près. Et puis, il y a tous les électrons autour qui nous aident à bien faire notre travail, qui sont les autres médecins, les autres soignants, dont les endocrinologues font partie. On pourrait parler aussi des psychiatres, des spécialistes du sommeil. Enfin, il y a d'autres disciplines qui sont impliquées dans les soins, évidemment. Mais c'est tout à fait vrai. Très bonne remarque. En fait, nous, on avait fait le choix de prendre tous les médecins de l'hôpital. Ça facilite. Ok, je vois qu'il y a Stéphania qui est là de nouveau. On va essayer. Bonjour. Et voilà. Ah, voilà. Et je vois qu'une Stéphania maintenant, Ouais, donc je c'est pense ça. que c'était la Bonjour tout le plus. monde. Je suis la maman de Stéphania. Je me permets d'intervenir ce soir parce que j'ai entendu chez nous au Luxembourg, c'est comme on habite au Luxembourg, la ministre de la Santé a dit que en fait il y a il y a pas de stock pour des médicaments des gens qui ont des maladies rares au Luxembourg. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et je me suis posé la question si un jour on n'aura plus de stock, comment ça va se passer? Surtout que Stéphanie a besoin de ces médicaments. Perros. Voilà. Alors, je peux peut-être répondre à cette question. C'est pas du tout propre au Luxembourg, c'est vrai dans l'ensemble de l'Union européenne, Ah ouais. mais ça ne concerne que le stock de certains médicaments dont on arrive toujours à se fournir une partie à l'extérieur. Et donc, les quelques fois où on s'est trouvé, c'est vrai, en rupture de stock d'un médicament, de l'HTAP, euh, principalement d'un générique, il y a toujours eu la possibilité d'en trouver ailleurs dans l'Union européenne. Il se trouve que depuis le Covid, la situation est de plus en plus tendue. Les lignes de production ont été focalisées beaucoup sur la production d'antibiotiques et la production de vaccins, et donc il y a un certain retard dans l'approvisionnement de certains médicaments. Mais de nouveau, rassurez-vous, ça ne concerne pas l'HTAP, et on a toujours un moyen de pression qui est de faire appel aux titulaires des enregistrements des médicaments pour les faire venir sur site et pour les mettre à disposition. Puis, et puis, euh, c'est vrai qu'il y a d'autres disciplines dans lesquelles ça a été beaucoup plus complexe, les cancers rares en particulier, où on avait des chimiothérapies spécifiques qui étaient plus disponibles. Mais jusqu'à présent, on a été relativement épargné par ce problème et on pense qu'on devrait retrouver un équilibre vers 2025-2026. Ok, merci. Mais sinon, Stéphania peut toujours venir nous voir, hein, ça fait toujours plaisir quand elle vient à la consultation. Ah, de toute façon, une fois par année, je viendrai.
Moi, je pense, pour moi personnellement, c'était juste, je pense, le Marevan, mais ça, c'est pas vraiment HTAP. Le Marevan qui était à un certain moment qui n'était plus valable. Et à ce moment-là, j'avais un papier et on pourrait demander un autre médicament qui viendrait de l'Allemagne. Hmm. Donc, on trouve des solutions plutôt. Je ne sais pas s'il y a encore des autres gens qui ont des questions ou qui veulent dire quelque chose. Moi, je voulais dire quelque chose si ça vous dérange pas. Non, vas-y. C'est que d'abord bonsoir à tout le monde et merci pour votre accueil et de m'avoir intégré à la réunion. Ce que je voulais dire, c'est que avant tout, l'équipe, ce que moi j'ai remarqué sur mon le peu de temps que je suis là, c'est que l'équipe est très disponible, que ce soit au niveau médical ou paramédical, que l'équipe était très disponible pour les patients. On est facilement joignable par mail ou par téléphone, et ça c'est très important pour les patients, je pense. Et il y a une très bonne communication entre les équipes. Donc, lorsque quelqu'un appelle pour signaler un problème, le collègue est vite au courant et donc j'ai remarqué que les patients sont bien rassurés et ça c'est très important parce qu'un patient qui est rassuré, il va être mieux psychologiquement, il va mieux intégrer l'apprentissage de son traitement et il va se sentir écouté et donc je pense que ça c'est très important et ça c'est le constat que moi j'ai fait. Et voilà, et que on est toujours disponible pour nos patients, et ça, c'est très important. Oui, en fait, ça, c'est vrai. Comme patient, certainement au début ou quand tu lances un nouveau médicament, c'est très important Tout d'avoir à un fait. numéro de téléphone pour téléphoner ou s'il y a quelque chose qui se passe. Euh, Parfois, on a des questions que notre médecin à la maison, ils ne savent pas et c'est très important d'avoir un contact avec l'équipe qui est spécialisée, hein. Et je vois Erika qui a noté quelque chose dans le chat. Oui, nous avons cette chance à l'Erasme d'avoir toujours une réponse. Voilà. Erika est très contente. Alors, mais nous sommes à votre disponibilité. C'est vrai qu'il y a eu parfois, il y a eu Christine qui était absente, donc on était peut-être un peu moins disponible. Mais voilà, on essaye d'être toujours disponible. On essaye de toujours faire suivre les informations auprès du professeur Vachéry ou du docteur Doacteur. Et nous avons un chouette programme où on note tout et il y a une bonne communication par rapport à ça. Super. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui... j'entends Oui, oui. moi je voudrais, enfin, ça sort un peu de cette réunion-ci, mais ce sera peut-être pour la prochaine. Euh, L'information des médecins généralistes, ça reste quand même encore un gros problème. J'ai vu, après le décès de Rosie, que j'ai reçu son dossier et il y avait bien une explication sur l'HTAP. Il y avait plusieurs documents, je crois qu'elle n'a jamais lu parce que c'était pas fameux. Ou alors on a changé de médecin et le médecin prescrit un antibiotique qui réagissait avec le traitement de base. C'était écrit dans la posologie, il n'a pas lu non plus. Donc, on devrait quand même, je sais pas, est-ce qu'il y a des folders spécifiquement pour les médecins généralistes qui sachent un peu plus parce que parfois c'est assez délicat, quoi. Merci Luc. Évidemment, on parle d'une maladie rare. C'est très difficile pour nos collègues généralistes dont 99% du temps est consacré à faire d'autres choses et soigner des maladies courantes, d'être vraiment up-to-date. Et c'est pour ça, comme tu l'as justement dit, que on donne ces informations dans le courrier médical. Ce qui est écrit et le courrier médical, c'est ce qu'on appelle la mémoire du médecin. Et sur le plan médico-légal, c'est une obligation de mettre un certain nombre d'informations qui sont communiquées
aux médecins généralistes. Nous, on est responsable de la formation, on est responsable de communiquer l'information aux médecins, mais on n'est pas responsable de la personne qui ne lit pas les informations qui sont données. Oui, On peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. oui, Donc, oui. c'est ça un peu la difficulté. Mais c'est pour ça qu'on compense en faisant beaucoup de formations euh, avec la médecine générale, avec les jeunes médecins, en faisant des petits podcasts et des petites capsules qu'on voudrait disséminer vers la médecine générale autour de la dyspnée d'origine inexpliquée. Ça fonctionne très bien, c'est en général très bien reçu, mais tu sais comme moi qu'il faut répéter plusieurs fois enfin, les choses en règle générale et pour ce qui est de cette maladie aussi, pour arriver à avoir une communication qui est correcte. Le plus simple, et c'est pour ça qu'on a aussi mis plein de choses sur le site, le site de l'hôpital, le mini-site du service qu'on est en train de refaire d'ailleurs. On va mettre beaucoup plus d'informations qui permettront aux médecins généralistes de se renseigner sur des choses assez simples finalement. Euh, mais voilà, on est dans un monde qui est perfectible, ça nous donne du travail. Mais malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on va avoir très peu d'action. Ronnie, ton micro est encore éteint. Bon. Voilà, voilà. Est-ce qu'on sait avoir accès à ce site ou l'adresse? Oui, oui, c'est sur le site de l'hôpital. Ah oui. Il faut aller dans. Alors, on est en train de le changer, hein, donc je vais peut-être vous donner l'ancien accès. Mais sur le site de l'hôpital, il y a un onglet qui s'appelle Services médicaux. Il faut aller dans Cardiologie, et là, vous avez les différentes maladies et les différentes cliniques sur lesquelles on a toutes ces informations. Alors, il faut être un peu indulgent parce que le site est en train de migrer. Et donc, il est possible qu'il y ait des informations qui soient perdues dans une faille spatio-temporelle. On est en train de tout remettre à plat avec plus d'informations et des liens d'ailleurs vers l'association, le site web de l'association, des liens vers le site de l'ERN. Enfin, voilà. Et on a d'autres actions qui vont arriver derrière, donc je peux pas encore vous en parler, mais on va avoir un petit peu de publicité, ou en tout cas un petit peu de mise en lumière de ce qui est fait chez nous et de comment on peut faire pour travailler mieux avec les médecins généralistes, entre autres. Ah oui, ok, ça va. Donc moi, en fait, je viens de changer de médecin généraliste et en fait, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une maladie rare parce qu'elle m'a pris alors qu'elle ne prenait plus de patients. Donc, et alors, en fait, ce qui se passe, je fais partie de l'association avec Luc et lorsqu'on va à des congrès, etc., ben, je glane le plus possible d'informations, de documentation, que je lui passe un exemplaire à chaque fois, quoi. J'en prends double. Il y en a un Oui, pour elle. ça c'est super, hein, c'est vraiment très bien parce que finalement, dans un monde où on a tendance à utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle, c'est finalement les rapports humains qui fonctionnent le mieux et la transmission de l'information, la connaissance, on le voit bien d'ailleurs quand nos médecins de l'extérieur, nos collègues de l'extérieur nous appellent, ça passe beaucoup mieux quand on leur parle directement ou quand on s'est vu à une réunion, c'est beaucoup plus facile pour la communication. Donc c'est bravo, il faut continuer comme ça parce que c'est un très bon moyen de disséminer la connaissance. Ok, merci, c'est gentil. Je continuerai, je suis sûr que je pourrai. Oui, et peut-être aussi, Jean-Luc, quand il y a des formations de médecins, euh, on oublie souvent qu'il y a des patients et qu'il y a des aidants qui ont leur propre histoire, qui ont leur propre info, et c'est peut-être intéressant aussi de les inclure. Oui, On vient avec des choses, enfin des choses très pointues en fait, des problèmes, ouais, c'est souvent des problèmes forcément, hein, à quoi on pense pas nécessairement. oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Ben, entre autres, le projet Patient Expert comble un petit peu cette faille, hein, pour lesquelles c'est vrai, on n'a pas été très très bon. Mais on voit bien, de nouveau, d'ailleurs, on le voit maintenant dans tous les congrès, tu sais bien vous êtes toujours représenté. Bah, on était aux journées du réseau français d'HTAP jeudi et vendredi avec Marion. La première séance était consacrée au groupe de travail des associations de patients. Et c'était deux patients, enfin, c'était Mélanie, je sais plus qui, c'était Mélanie et Guérini.
qui ont pris la parole. Donc, devant des médecins, moi, je trouve que Ah ouais. c'est hyper important. Mais évidemment, ça, c'est général. Et il y a la question particulière de l'individu, de la personne malade et des aidants. Je trouve que une idée qui me vient là pendant qu'on discute, c'est des actions pour les aidants qui seraient peut-être importantes à réfléchir. Je dis ça à Ronnie, Luc et Wendy pour peut-être une prochaine session de discussion. Je trouve que c'est un point sur lequel on peut certainement faire mieux aussi. Mhm. Oui, Oui, moi certainement. j'interviens toujours comme aidant, forcément, je suis pas patient. Et ça donne une autre vue aux soignants en général, hein. Oui, c'est vrai, c'est très important là. Surtout quand il y a un problème, c'est quand même nous qui devons agir. Donc, Ingen l'a encore dit. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ronnie, ton micro, Ronnie. Deuxième fois, décidément. Oui, moi aussi, j'interviens évidemment au nom de mon épouse qui était dans proche et qui a traversé les galères du début de la maladie, quoi. Enfin, lorsqu'elle a été diagnostiquée, avec les galères avant et une fois qu'elle a été diagnostiquée, ça a été nettement mieux. Mais chaque fois, j'en parle et je vois qu'en fait, partout un petit peu maintenant, on voit un petit peu, et dans proche, on en parle même à la TV, dans certains reportages. Donc, alors que dans le temps, je me souviens pas d'avoir entendu parler d'eux, quoi. Voilà. Et je trouve aussi au début, par exemple, certainement quand on démarre un médicament IV qui est quand même très, euh, comment on dit, ingrijpend, qui est très élaboré, aussi, et qui touche aussi les vies des personnes qui entourent le patient. C'est très, très important que dès au début, le soignant est là et qui peut suivre tout, qui savent tout, qui est là, car ça, c'est très important. Je me souviens quand moi, j'ai commencé, mon partenaire, Eric, il est militaire, il n'était pas là, et pour lui, c'était très difficile après, car il était parti dans la rue, c'était le moment où les militaires étaient dans la rue, il était parti dans la rue, laisser un copine qui n'avait pas comment on dit, qui n'avait pas un pompe et retourner avec une fille qui avait un pompe là-dedans. Et je sais que pour lui, c'était très difficile. Donc, Ouais, c'est très important que quand on démarre, que les soignants seront là et qu'ils peuvent suivre tout le processus. tout à fait. C'est vrai qu'on doit peut-être tout le monde travailler encore un petit peu plus là-dessus. Mm. Parce qu'on va voir le patient, mais qu'il faut encore plus voir l'entourage. Oui, c'est très, très important. Ouais, je Ouais. comprends. Oui, aussi, ils sont un peu perdus parfois, donc qui sont pris dans tout le processus quand il y a quelque chose qui change La, euh, la vie de dans le couple, la traitement. vie du ménage, ouais. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais, Je peux imaginer quand il y a des enfants, que ça c'est aussi très important. ouais, Ils savent bien ce qui se passe. Autrement, on sait bien, les enfants, ils ont une imagination qui est trop fort et c'est mieux qu'ils savent très bien ce qui se passe. ouais. Mais ça, ce sont des trucs qu'on peut travailler ensemble aussi avec le projet d'information et voir ce qu'on peut faire là. Ronnie, vas-y. Oui, et d'avoir peut-être d'inclure une visite donc chez l'infirmière ou bien chez le médecin, le spécialiste, avec les dents. Surtout, bon, ici c'est le cas de mon épouse qui est aidant, donc il y a la valeur sentimentale en plus qui joue. C'est pas un voisin, une voisine qui vient m'aider, donc il y a encore un degré, un grade supérieur, quoi. Mhm. Tracy? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que avec King, en tout cas, depuis que moi je suis là, on essaie d'intégrer les familles, d'intégrer, par exemple, dernièrement, on a eu une patiente.
ukrainienne qui ne parlait pas le français ni l'anglais ou le néerlandais. On a essayé d'impliquer la voisine parce qu'elle est venue avec une voisine. On essaye d'impliquer un maximum de personnes parce que c'est très important même pour nous que le patient et son entourage soient formés parce que au moins s'il y a un stress du patient, si elle est pas bien ou il est pas bien, il y a l'autre personne qui peut prendre le relais et ça rassure. Et on essaye de donner un maximum d'informations aux patients aussi. Comme on a eu dernièrement un jeune homme qui a perdu son cathéter en enlevant son pansement. Il était stressé, mais en tout cas, ils ont quand même très bien géré parce que le papa était bien formé et du coup, ils ont appelé l'ambulance pour lui mettre une perfusion et comme ça, le patient continue à avoir ses prostacyclines et donc, je pense que c'est très important de former l'entourage. L'équipe y accorde beaucoup d'importance. Ouais, on essaye de faire ça un maximum avec le soin à domicile. Et les deux équipes avec qui on travaille sont aussi du même avis que nous et ils partagent notre, notre conviction par rapport à la prise en charge et la formation des aidants. Mhm. Oui, je peux imaginer, c'est aussi très bien là qu'il y a des infirmières mobiles là, qui peuvent aussi mettre un peu le lien entre la maison et l'hôpital. Parfois, c'est une maladie rare, donc il y a des gens qui sont pas tout près de l'hôpital, donc c'est bien qu'il y a quelqu'un intermédiaire là. Mais comme l'a dit Ing, voilà, il y a notre équipe et puis il y a l'équipe du domicile. Et l'équipe du domicile forme d'autres infirmiers pour qu'il y ait toujours des gens qui soient disponibles. Mais après, il y a toujours le 112, il y a les secours. Il suffit juste que, par exemple, mais ça, on doit bien le signaler aux patients lorsqu'on les forme, que s'il y a un problème, s'il y a une urgence vitale, il faut appeler le 112 et leur dire que vous prenez un traitement que vous ne pouvez pas arrêter. Et à ce moment-là, eux, ils prennent le relais pour qu'au moins ils le mettent au pouce-seringue. Et ça, il y a ça dans toutes les ambulances du 112. Donc, voilà, au moins vous êtes rassurés par rapport à ça. Ça dépend. Si c'est les pompiers comme ici, ils n'ont pas. Ouais. Mais Et ça, c'est stressant, je peux mais dire. ça, il faut déjà bien le préciser, je pense, lorsque vous téléphonez, pour bien dire que vous avez un traitement, que vous ne pouvez pas arrêter, que euh, vous devez avoir quelqu'un qui vous place une perfusion. Je pense que c'est le SMUR ou c'est une autre structure où il y a une présence d'un infirmier ou une infirmière ou un médecin, évidemment. Oui, ça dépend. C'est toujours la surprise ici. Est-ce qu'ils ont bien compris ou pas? Oui, ça Et après, malheureusement, si c'est une infirmière, est-ce ils veulent attendre ce que je dis? Parce que j'ai eu la dernière fois aussi, je dis, ben, il faut faire ça, ça et ça. Et ils disent, non, on a notre propre euh, procédure. procédure et on va faire d'abord ça. Je dis, non, on perd du temps ici. Mais bon. Ouais. Oui, ça, malheureusement, la volonté des gens, ça, on sait rien y faire, mais il faut travailler par rapport à ça, c'est très important. Oui, oui, c'est bien. Très important à ce moment-là que les patients savent bien ce qu'il faut faire et qu'on a un papier aussi de l'hôpital. Oui, On peut Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. montrer ici, il faut faire ça. Ouais. Et là, ça va plus vite. Avoir une espèce de prescription, Oui, de voilà. pouvoir mettre ça c'est une idée c'est une bonne idée. pour notre clinique aussi, en fait, qu'on les fait C'est une très sortir bonne idée. avec ouais, un certificat du médecin qu'il faut mettre une perfusion. Oui, voilà. Dans le vin, on a ça. C'est une Perfusion. lettre qu'on porte avec nous, avec la pompe. Et s'il y a quelque chose qui passe, on montre et c'est vraiment dans des étapes. Il faut faire ça, ça, ça. Et ça, c'est le numéro qu'il faut l'appeler. Et ça, c'est vraiment pour montrer au 112 ou le médecin qui doit faire quelque chose, qu'il savent vraiment si le cathéter il est bloqué, il faut faire ça. Il faut faire une infusion périphére directement. Ouais.
Nous, on donne cette feuille, mais est-ce que tout le monde, depuis des années, a ça encore dans, avec sa pompe? Ça, je me demande bien. Oui, il faut répéter, je pense. De On le temps en donne, temps, hein, on le donne répéter et au départ. voir est-ce que tu l'as avec toi. Ouais, Oui, ouais. quand il y a une période qui ne passe rien, tu t'oublies un peu et certainement, alors, il y a un moment que Ouais. on a besoin et c'est très important à ce moment-là que tu l'as. J'ai quand même appelé quelques fois les urgences et d'abord, c'est des équipes qui sont très rodées et très capables. Et puis moi, je disais chaque fois, contactez les urgences d'Erasme, puisqu'elle était à Erasme. Là, ils ont tous les données. Et comme ça, il avait en fait toutes les informations qu'il devait avoir. Et ça a toujours très bien fonctionné. OK. Super. Facey? Non, c'était encore la main des dernières fois. OK. Bon, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire ou à demander. Autrement, je pense qu'on va clôturer doucement. Tu parles pour le prochain webinaire, Voilà. Wendy? Donc, le prochain webinaire, c'est un peu spécial. Donc, ça sera un town hall. Donc, ça veut dire qu'on va le faire ensemble. Donc, on a préparé une enquête et on va l'envoyer à tout le monde. Et d'après les réponses qui viennent, on va mettre ensemble le programme pour la prochaine webinaire, le Town Hall. Et ceux qui veulent peuvent aussi donner leur expérience ou poser une question que vous avez. euh, si c'est une question nouveau ou une question des webinaires passés, ça n'importe. Mais on va envoyer en tout cas un, une enquête demain ou après-demain. Et on aimerait bien que vous les répondez et comme ça, on savent bien ce que vous voulez euh, comme onderwerpen, sujet, Contenu, contenu. contenu la prochaine fois. Voilà. Je vois qu'il y a encore. Gaëtan, oui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et on va le mettre sur le site web. Mais ça peut prendre 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, au moment qu'il y a la prochaine, celui d'aujourd'hui sera en ligne. OK? Donc, tu sais où il faut aller pour le trouver? Donc, c'est dans le site web et il faut aller euh, je vais voir moi-même, au infothèque. Donc, il faut aller au Infothèque, infothèque oui. et là, il y a un webinaire, il y a tous les enregistrements. Donc, c'est sur le site www.phvz2.be. Je vais mettre le lien sur le chat. Voilà. OK. Donc, je pense qu'on peut clôturer et j'espère qu'on vous revoit la prochaine fois ici pour le Town Hall. Merci beaucoup, Wendy. Merci beaucoup, Inge et Vézi. C'était chouette de voir tout le monde. Passez une bonne Merci soirée. à vous. Oui, Bonne soirée à tout le bonsoir. monde. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Super soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir.